Dans l'épisode précédent... Dans le futur épisode précédent d'aujourd'hui... Je sais pas pourquoi je me suis dit dans cette vidéo là on va tout faire. De retour une semaine en arrière quand les sièges d'Ariel Atom étaient chiants, mais qu'on avait quand même une courroie accessoire après 18 651 essais. Du coup, pour récapituler, j'ai changé l'alternateur. On a trouvé une courroie, la 836 qui convient, et on a aussi modifié un petit peu le galet tendeur en remplaçant le galet du galet tendeur de 1,6 litre 16 par un galet enrouleur de 2 litres HDI 110. Là, comme tu peux le voir, la courroie est en place sur l'alternateur. Et du coup, maintenant que ça c'est fait, on peut se focaliser un petit peu sur les aspect train roulant de la voiture qui m'emmerde actuellement. La roue tourne librement, c'est une bonne chose. Par contre, de l'autre côté, on est sur totalement une autre histoire. Je pense que l'étrier est grippé, du coup la mission de cet après-midi pour moi, ça va être de démonter l'étrier et de le dégripper. Voilà. Alors à l'arrière de l'étrier, il faut le savoir, en plus d'avoir une canalisation de frein rigide qui nous apporte, qui est coudée d'ailleurs, bravo, qui nous apporte le liquide de frein pour venir comprimer le piston et écraser les plaquettes contre le disque, on a le système, le mécanisme de frein à main à câble. En gros, dans l'idée, le système de frein à main, c'est assez simple à comprendre. Quand on tire sur le frein à main, ça va venir tirer, tendre un câble. Et ce câble-là se termine ici. D'ailleurs, je l'ai remplacé, il est tout neuf, donc ça ne posera pas de problème durant cette vidéo-là. On peut voir qu'en fait, ça vient tirer sur ce petit bras. Et le fait de ramener ce petit bras vers... C'est dur à une main, c'est assez dur comme mécanisme. Le fait de tirer ce petit bras vers l'avant de la voiture, en fait, ça va venir entraîner une espèce de cam avec une cam en fait qui va venir pousser le piston comme ça et faire le même effet que si on appuyait sur la pédale de frein. De l'autre côté, j'ai beau appuyer tout ce que je peux, ce truc-là est complètement bloqué. Donc le but, ça va être de démonter l'étrier pour comprendre pourquoi c'est bloqué et le débloquer. Oh putain, c'est lourd! An hour later. Après avoir démonté mes deux étriers, je me suis rendu compte que l'étrier côté conducteur, celui qui tournait extrêmement bien, avait en fait un problème. Le frein à main ne fonctionne pas et sincèrement, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Donc je me suis dit que le piston était grippé. Et en mettant de l'air comprimé derrière le piston... Oh, je comprends rien. Du coup non, le piston n'était pas grippé et en plus ça a coûté à Phil de Gas Guzzlers une belle soirée où il a dû démonter l'objectif de l'appareil photo pour entièrement le nettoyer. The next morning. J'ai pas filmé parce que ça a commencé à me péter sincèrement les couilles, mais l'étrier qui avait pas de frein à main du tout, celui que je pensais qui était pas en panne en fait c'est celui qui était en panne, mais en gros à l'intérieur t'as une espèce de petit coulisseau et quand tu viens appuyer là-dessus, ça vient justement appuyer sur le coulisseau. Je sais pas si je vais y arriver là. Ouais voilà. Et c'est très très dur. Si c'est pas dur du tout, c'est que c'est pas normal. Et en l'occurrence, l'autre côté, il est très dur. On pensait que c'était pas normal. Du coup, ça l'est. Mais le fait que l'étrier serre tout le temps très fort le disque, ça, c'est pas normal. Je pense que du coup, lui, c'est le piston qui vient appuyer sur les plaquettes qui est grippé. Donc, je remonte celui-là, je démonte l'autre. Et puis on regarde ce qu'il en est. Et puis après, je pense qu'il faudra aussi juste un peu rouler avec la voiture. Parce que mine de rien, c'est des plaquettes et des disques d'occasion. Donc, faut qu'ils se refassent un petit peu. 20 minutes later. Et bien là vous allez avoir le bel exemple de ce qu'est un piston de frein grippé. Ah oui, c'est bien grippé. Oh. Effectivement, sur l'étrier arrière passager, on avait bien un piston qui était grippé. Là, j'imagine que c'est la marque du joint, ça veut dire qu'il est resté très très longtemps à la même position et il a fini par se sceller à cet endroit-là. Je pense qu'on peut prendre un petit peu de toile et lui mettre un coup de toile, histoire de dire. Mais les pistons sont traités la plupart du temps, donc c'est déconseillé. Je vais le faire quand même parce que j'en ai pas d'autres sous le coude. On va tout nettoyer, mettre un petit coup de toile là où on peut mettre un petit coup de toile et tout remonter. Les coulisseaux pareil, très grippés, mais je vais les démonter, les nettoyer, les graisser. Voir si le frein à main fonctionne sur cet étrier là. Oui, il marche, on peut voir que la vis sans fin s'avance quand j'actionne
la commande du frein à main. Donc ça c'est une bonne chose, déjà ça c'est pas à démonter et c'est tant mieux parce que c'est vraiment très chiant à démonter. En revanche, quand je vous ai dit le piston là il est très bien, on met un coup de toile. Et bah figurez-vous que je viens de mettre un coup de toile. Déjà là on voit que il a déjà été mis dans un étau. Donc ça là moi je te dis déjà ça le piston c'est poubelle, faut commander un nouveau piston. Mais le vrai problème se situe plus par ici parce que là le trou qu'on peut voir c'est un trou dans le traitement du piston. Et en fait bon bah là vous l'entendrez pas mais l'ongle il gratte dedans. Donc ça veut dire ça c'est un manquement d'étanchéité probable une fois que le piston sera dans l'étrier. Sans transition. Y a pas de transition, la voiture elle est posée par terre, j'ai fait l'étrier droit. Y a toujours de la résistance quand on tourne la roue à la main, du coup bah ça me saoule, on va faire autre chose, on va se mettre sur l'intérieur. Je suis allé chez Vulcan, Sylvain, il m'a donné, enfin il s'est donné à lui-même, c'est sa voiture, hein, une paire de sièges baquets classiques. Et je pense que ça va rendre extrêmement bien. Je vais reculer la voiture et puis on va s'attaquer à l'intérieur. On n'a toujours pas de pompe à essence. C'est bon, il y a une pompe. Et bah, commande une pompe. Alors les sièges, venez voir, c'est des OMP classiques qui étaient anciennement montés dans une Alfa Romeo que Sylvain est en train de... Enfin a envie en tout cas de remonter course. Alors oui, non, là, vu comme ça, dans une 106, chelou, hein, on est d'accord, hein, ouais, chelou. Et en vrai, je pense que ça va rendre pas trop mal. En vrai c'est stylé, hein. Bon après, je me suis pas encore assis, hein, mais tu vois, la poignée, là, du rail d'origine... Ah, mais c'est parce que le rail est tout au fond. Eh oui, c'est pour ça. Une fois que le rail sera avancé tout en avant... il gênera plus. Déjà c'est beaucoup plus une position de voiture là, hein. Franchement on a retiré toutes les cales en bois qu'on avait mis sous le siège et en fait siège posé sur le plancher de la 106, là on a une hauteur convenable. Effectivement comme vous l'avez compris, les glissières d'origine de la voiture ne conviennent pas, elles sont beaucoup trop hautes, donc on met le siège par terre. Ce qui implique forcément de venir visser le siège directement dans le plancher de la voiture, donc pour ce faire on va, c'est de la théorie, attention, c'est de la théorie, on va souder des inserts, des trucs. Waouh. Eh, en vrai, je sais même pas comment vous expliquer ça, j'en sais foutrement rien. Je sais juste que à l'avant, pour surélever un petit peu la position de conduite à l'avant du siège, on a glissé un petit tube de 3 cm. Je sais pas comment vous expliquer ça. On va faire, vous allez comprendre. Hein? Allez. Eh si, en sachant que on va monter le nouveau volant maintenant. Pour démonter le volant, ça c'est un volant de 206, c'est pas du tout un volant de 106. Parce que vu que je suis extrêmement malin, quand j'ai vendu l'intérieur complet, j'ai vendu le volant avec. Comme ça après je suis rentré à la télé puis j'ai fait comment je déplace la voiture? Grâce à un volant de 206 non mux. Et comme on peut le voir, il ne va pas du tout au fond des cannelures. Parce que c'est pas un volant de 106, c'est QFD. On va venir mettre un volant tulipé, un volant de compétition. Je tiens à remercier notre partenaire GT2i qui nous a fait parvenir un petit moyeu tuning pour venir adapter le volant de notre choix. Dans l'idée, le moyeu se présente sous cette forme-là. On a ici des cannelures qui vont venir sur la colonne de direction d'origine. Et de l'autre côté, on a généralement 6 trous qui permettent de venir visser 6 vis qui sont d'ailleurs présentes juste ici. Dans l'idée, cette vidéo là, ça va pas être un tutoriel sur comment monter un volant tulipé, un volant tuning, un volant de circuit. C'est pas un tuto, il y en a plein sur internet. Il y a des très bonnes vidéos qui vous expliquent ça. On a l'honneur de recevoir le volant de la Porsche 911 de Sylvain de Vulcan, la 913 BB préparée par Machine Revival. C'est un volant qui a déjà un petit historique hein, dans un vrai véhicule. Il est pas du tout tulipé, en tout cas très peu, et je pense que ça va faire un putain de look avec les sièges, ça va être incroyable. Pour monter le moyeu, il a fallu utiliser l'outil multifonction Einhell. Là, j'ai un point de côté alors que j'ai pas couru. C'est pas symétrique, mais ça fera le taf. Sincèrement, j'avais aucune idée de comment monter le siège dans la voiture, du coup je me suis mis à découper tout ce que je voyais en espérant trouver une idée. Non mais quand même, rendez-vous compte, une 106 avec si peu de kilomètres Elle a combien de bornes? 96 000. Moi la mienne. Je m'en fous. Putain, mais on s'en branle. Parce que là, il y a des renforts là où sont fixés les sièges normalement. Oui. Là c'est le sol là. Oui. Genre c'est pas structurel, tu vois, genre on met notre poids là-dessus quoi. Alors que là, le poids, avant il était là et là.
suspendus dans des gros renforts, des gros stalls énervés, tu vois. Après ça, étant donné qu'il était déjà 17h44, on allait dormir et puisque la nuit porte conseil, je suis venu avec cette très très bonne idée le lendemain. En gros, l'idée c'était de couper ce tube-là à la bonne longueur et de le souder au sol. Mais il faut savoir que... C'est pas structurel. En revanche, ici... Ça l'est. Donc si on soude les sièges là-dessus, le contrôleur il va dire « C'est comme d'origine, mec !» Qu'est-ce qui fait que c'est le follet là? Il est contrôleur technique. Mec, on dirait je suis sous drogue, j'ai juste pas dormi de la nuit. Les découpes sont plus qu'aléatoires. Aléatoire. Mec, faut faire une équipe de foot, on l'appelle atoire. Après avoir charcuté la moitié de ma moquette qui était complètement neuve avant ça, j'ai pointé mon tube sur lequel je vais venir fixer mon siège par la suite, ce qui me permet de faire un montage à blanc pour voir un petit peu à quelle hauteur on est. Ah bah voilà, là c'est bien, là, c'est parfait. Oh là j'ai qu'une hâte, c'est aller me promener avec. Les amis, je me permets de couper cette incroyable vidéo à propos de cette incroyable voiture pour vous parler de notre incroyable sponsor du jour qui nous permet de réaliser toutes ces débilités. C'est bien évidemment Car Vertical. Alors Car Vertical, si vous les connaissez pas, c'est un service qui peut potentiellement vous servir et qui sert en fait à retracer l'historique d'un véhicule que vous souhaitez acheter ou d'un véhicule que vous possédez déjà. Le gros avantage de Car Vertical, c'est qu'il va centraliser absolument toutes les bases de données dans un seul et même endroit pour vous éviter de faire des démarches dans d'autres pays où votre voiture a éventuellement déjà mis les roues. Et en l'occurrence, Car Vertical nous envoie ici le rapport d'une magnifique Mazda MX-5 ND de 2018. On ouvre le rapport et on tombe directement sur les photos. Alors ça, c'était un choc frontal. La voiture est complètement pliée, mais en soi, les airbags n'ont même pas déclenché, donc c'était très certainement réparable. Mais ce qui est plutôt cool dans ce rapport Car Vertical, c'est que si on descend, on peut voir effectivement un premier rapport kilométrique qui nous indique que la voiture a une hausse en kilomètres tout à fait legit. En revanche, quand on descend en dessous, on peut voir qu'en mars 2020, la voiture a subi des dommages importants avec une estimation du coût de réparation entre 15 et 20 000 euros. On descend un petit peu plus, on voit effectivement que la voiture a été fabriquée en 2018, qu'elle a été matriculée en septembre 2018 en Allemagne, qu'elle a eu quelques petites révisions et arrivée en mars 2020, elle a eu dommages détectés, ce qui signifie qu'il y a eu un accident. Le propriétaire a même pas cherché à comprendre, à mon avis, il a dû la céder à son assurance qui, elle, l'a mise en vente directement le même mois que l'accident. Et sans transition, 6 mois plus tard, la voiture s'est retrouvée révisée, réparée, prête à prendre la route en France. Voilà, est-ce que le propriétaire était au courant? Est-ce qu'il l'était pas? Ça, c'est une chose que je peux pas savoir. En revanche, si vous souhaitez avoir le même genre d'informations pour une voiture qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas, grâce au code promo PDLV, vous pouvez bénéficier d'une jolie petite réduction pour tous vos rapports Car Vertical. Une fois la position du siège validée, j'ai pu m'occuper de la barre qui sera soudée à l'arrière du siège. Et vu que cette seconde barre va être très proche du plancher de la voiture, on n'aura pas la place de glisser un écrou en dessous. Du coup, je soude un écrou à l'intérieur du tube. Je suis vraiment très malin. Ensuite, j'ai pu pointer le tube arrière pour voir si tout était bon. Et puis, j'ai même pas vérifié que tout était bon. Du coup, j'ai tout soudé directement sans vérifier que tout était bon. Bon je pense que maintenant que c'est bien pointé par des cordons de 2 cm, je pense que maintenant on peut enlever le rail, souder, pour de vrai. Faut d'abord repercer là. On reperce après, tu as vu ou pas? D'accord. Ah oui, ça change rien. Ça change quelque chose? Non. Ah voilà. Ça doit brûler quelque part là, non? Genre sous la voiture. Ça fait un bruit de... Il y a encore une flamme là. Oui, par terre, j'ai vu. Mais par terre, ça me dérange beaucoup moins. Mec, il y avait une flamme bleue comme ça qui sortait. Oui, ça a brûlé bien, hein. Non, en vrai c'est propre, regardez. Après avoir respecté absolument toutes les normes de sécurité sans en oublier une seule, il est maintenant l'heure de tester le siège pour la première fois dans la voiture. Voilà. 20 minutes later. Oh. Je suis très loin. Mais il y a une glissière. Alors oui, c'est stylé, c'est fonctionnel, mais on aura mis plus d'une demi-journée pour fixer le siège conducteur. Et vu qu'on voulait monter le siège passager assez rapidement, on a fait un autre système qui nous a pris seulement 2 heures, mais finalement, c'était peut-être pas le meilleur système du monde. Je vais quand même vous montrer l'installation qu'on a faite de ce côté, regarde. Voilà, il est trop tard pour vous expliquer, démerdez-vous avec ça. Il est vachement plus proche de la porte celui-là. Est-ce qu'il touche pas le panneau de porte? Ça, j'ai pas pensé ça. Parce que vraiment, genre la putette là mec, il a 1 cm d'ici hein. Bon, le deuxième siège est fixé. Merci à Loni d'avoir joué le jeu à 22, 23 heures, je sais plus quelle heure il était, mais il était très tard. Et c'était très drôle. Le mec, il est... Regarde-moi d'ici.
En vrai, on le décale de 2 cm et demi à droite. Tu peux prendre que des enfants sinon. Du coup, ce système qui devait nous faire économiser du temps m'a finalement fait perdre une demi-journée puisque j'ai dû tout démonter et souder 2 barres comme j'ai fait pour le côté conducteur. 72 hours later. Alors l'intérieur est monté, les sièges sont réellement fixés, hein, ils bougent pas, les deux. On a un volant. Je vous la sors à la lumière et je vous fais voir ça, ça va être incroyable. Bon bah je pense que le moment est bien choisi pour vous dire qu'on va changer la pompe à essence avant de rouler avec la voiture. Là t'as le petit cache à enlever. Faut enlever les petites durites, le petit connecteur que j'ai caché là sous la moquette. Et puis ensuite, avec une clé à griffe comme ça là, sur 106 en tout cas parce que c'est le bon diamètre, tu peux réussir à... Enfin j'imagine, peut-être. Je sais pas. Ouais, ça a marché. Pompe. Voilà donc à quoi ressemble la neuve. Pompe. Bon, j'ai changé la pompe à essence, on va voir si ça a fait quelque chose ou pas. Si ça a rien fait, ça veut dire que le problème est électrique. Si ça a fait, ça veut dire que c'était bien ça. Bah ça y est, j'ai réussi à sortir la voiture avec la nouvelle pompe, je suis super content. Le siège il est en place. Il est vraiment en place. Alors après faudra voir avec Sylvain s'il veut caler un peu le cul du siège pour rehausser un peu. Mais je pense que pour moi, pour mon style de conduite, ça va très bien. Le deuxième siège est en place. Il y a encore 2-3 petites bricoles. Je vais vous montrer. Un peu de pompe. Putain, vas-y, ça commence à me péter les burnes, y a rien qui se passe correctement. La pompe est neuve. C'était pas la pompe le problème. Bon, là elle est partie, mais pour finir l'intérieur, on va avoir besoin de quoi s'harnacher dans la voiture. C'est pour ça que Sylvain nous a trouvé ce petit set de harnais un seul point, c'est-à-dire c'est comme un clip, enfin je vais vous montrer. C'est comme un clip de ceinture de sécurité classique. Techniquement, ça c'est homologué route. Alors oui, dans les précédentes vidéos, il y en a plein qui ont dit « Ah mais c'est un swap, c'est pas homologué route !» Eh ben on n'a qu'à dire que la voiture elle ne roulera pas sur la route. Comme ça, vous me faites pas chier. Je pense que c'est pas le truc le plus compliqué du monde à faire. Là, je vois qu'on a beaucoup de mou. Il suffit de péter le rilsan. Et après, on peut régler la boucle absolument où on veut. Donc, dans l'idée, il y aura peut-être un petit peu de modif à faire, mais ça va pas être super compliqué. Non. En gros, on a des anneaux comme ça. Est-ce que ça se visse en lieu et place de la boucle d'origine? Oui. Ça va être tellement facile d'installer ces putains de harnais. Non. Comme ça, ici. Donc ça, c'est au bon endroit. Ici... Eh ben on peut se mettre sur... Eh ben ça veut dire qu'il va falloir faire un nouveau trou sur notre rail, non? Non, il est trop loin dessous. On peut faire genre un U qui est en grosse plaque de métal là, en tube là, visser là avec les deux anneaux dessus. Et puis pour l'arrière c'est très simple, hein. Là on retire les fixations des ceintures des banquettes arrière d'origine, on visse ça là-dedans et on vient mettre les deux trucs dedans. Next morning. Les amis, c'est le lendemain, on a un petit peu bossé sur les fixations des harnais. Du coup, sur le papier, c'est fait et je suis très content. Le seul souci étant, quand je m'assois dans mon vésicule et que je me harnache, ça marche bien, c'est plutôt cool. Le problème, c'est qu'en fait, la boucle ici, elle est beaucoup trop haute. La boucle de réglage, elle est sur mon épaule, même derrière mon épaule. Là, le siège, il est avancé à fond. On aura aussi une cale de volant en plus. Prenez note parce qu'il y a beaucoup d'idées, c'est très brouillon, j'ai plein de choses à vous dire, mais pas forcément dans le bon ordre. Et le truc, c'est que le logo là, du harnais, il est censé être sur mon épaule et non pas la boucle, parce que ça peut me faire mal. Avec ce modèle de harnais, si on veut avoir un réglage plus proche de l'avant de la voiture, on peut pas du tout se reprendre sur ces points de fixation là à la place des ceintures de banquette. Donc ce qu'on va faire, c'est fabriquer un bout de tube qui va venir se visser ici et là sur les fixations de banquette. Le tube, il viendra ici. Il y aura un coude là, et il fera le tour de la caisse, et du coup ça, on pourra y fixer ici. Ça fait encore beaucoup de travail.
En sachant que là on est vendredi midi et que la vidéo sort potentiellement dimanche. Du coup ça veut dire qu'on va faire un petit point sur le tableau transparent qu'on avait fait pendant l'épisode précédent. Venez voir. Je vais barrer tout ce qu'on a déjà fait. Ça c'est à moitié, donc je vais barrer à moitié. Parce que on a changé la pompe, mais le problème c'était peut-être pas ça. Étrier grippé, pareil, à moitié parce que j'y ai démonté, j'y ai tout nettoyé, mais c'est toujours grippé. Bon, on n'a pas fait grand-chose. À l'intérieur, il faut qu'on vienne mettre les manos, les 3 manos, plus les sondes des manos. On doit également installer le mano d'AFR. Alors, j'aurais pu le mettre là, parce que finalement, c'est un mano AFR plus sa sonde. Je suis trop con. On doit également s'occuper de la barre, du coup. Je vais marquer comme ça, parce que ça fait aussi barre anti-rapprochement. Que tu le veuilles ou non, c'est vrai. Barre arrière plus harnais. Ah si, joint papillon. On vire cette merde, on va pas les refaire parce qu'en fait, le problème vient d'ailleurs. Il y a un tout petit trou sous le papillon. J'imagine que sur 206, il y a peut-être un capteur qui vient ici ou quoi. Donc au final, c'est normal que la voiture ne cale pas quand je bouche l'entrée d'air parce qu'il y a une entrée d'air sous le papillon. Donc soit on condamne ce truc-là, soit on s'en branle. Et je pars du principe qu'on s'en branle. Histoire d'avoir bonne conscience, je vais au moins changer les ampoules de la voiture, comme ça je peux Barrer un truc de plus. Depuis la nuit des temps, l'homme a cherché à se dépasser. Et aujourd'hui, Anthony va tenter de dépasser ses limites. En réalisant des coupes à peu près parfaites à l'aide de sa fidèle disqueuse Ainel. Sincèrement, c'était mal barré quand on sait que ce pauvre gaillard a 2 mains gauches. Même si je suis payé pour dire du bien de lui, je dois avouer qu'il a l'air perdu avec sa perceuse à colonne. Mais bon, vous avez l'air d'être relativement nombreux à aimer le voir galérer avec ses bagnoles de merde. D'autant plus que si vous le suivez depuis longtemps, vous devez vous rappeler qu'il a fait une vidéo dans laquelle il arrivait à rater une pauvre vidange moteur. Même si t'es un vieux con comme moi, force est de constater qu'il s'est bien amélioré le gosse, et qu'il arrive à couper des tubes à peu près proprement tout seul, sans l'aide de son tonton bourré. Maintenant, il sait même souder avec son poste à souder Vevour, alors que personne lui a vraiment appris. Bon, parfois tu vois la gueule des soudures, t'as peur. Mais quand même, il m'a payé pour que je dise du bien de lui, donc je vais faire ce pourquoi je suis payé. Ce gamin est la révélation de sa génération. Il est le meilleur. Il s'agit peut-être même du descendant de Dieu. Et encore, je pèse mes mots. Vous venez de le voir, je viens de souder une petite papatoune au milieu de l'arceau. J'en ai un peu plein le cul. C'est uniquement là pour pas qu'il y ait un jeu vertical dans la petite barre sur laquelle on va venir verrouiller les harnais. Je sais pas quoi penser de ce montage. Donc pour moi là, c'est tout ce qu'on pouvait faire avec ce qu'on avait sous la main. On va voir un petit peu ce que ça donne, je sais pas. Anthony. Ta gueule. J'ai acheté 3 petits manos Pro Sport chez TPMS. Je pense que c'est une nécessité d'avoir ces 3 trucs là. Qu'est-ce qu'on a? Une température d'huile, ça c'est très très utile notamment pour connaître la température de son huile moteur. La température d'eau, ça c'est surtout très très utile pour connaître notamment la température de l'eau de son moteur. Et la pression d'huile. Et ça attention, c'est un tout petit peu différent, mais ça sert surtout à avoir en fait la pression de l'huile moteur. Les 3 manos sont livrés avec leur propre capteur. Ça signifie qu'on ne va pas réutiliser les capteurs qui sont présents sur la voiture. Pour la température d'eau, c'est assez facile. On va faire le même principe que j'avais mis sur la 406 avant le Budapest Rally, c'est-à-dire qu'en fait ce truc-là, on va venir le mettre par exemple sur cette durite-là. Donc c'est une durite qui est en sortie de Calorstat. On aura la température de l'eau uniquement quand le Calorstat sera ouvert. Ce capteur de pression d'huile et température d'huile, il y en a un qui va aller directement ici sous le filtre à huile. Je sais plus si c'est la pression ou la température qu'on va mettre là. Je crois qu'on va mettre la pression ici. juste ici. Sur TU5 JP4, la jauge électronique, donc c'est une jauge littéralement, c'est un bidule qui est branché, qui va au fond du carter avec un petit fil qui sort, un capteur, vous le branchez sur votre faisceau moteur. En l'occurrence là il n'y a pas vu qu'on a le faisceau de 106, donc ça dégage et on va venir mettre la température d'huile ici. Pour ce faire, on vous expliquera un peu plus tard, c'est plutôt couscous comme montage, mais ça marche. Donc là il va falloir tirer plus, moins, mettre tous les manos dans l'habitacle, et pour ce faire je pense qu'on va faire un truc assez malin, venez voir. En gros, vu que c'est une voiture de piste, on n'a plus besoin de l'autoradio, donc là tout ça, pas besoin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement récupérer plus, moins de l'autoradio et un dimmer. Le dimmer c'est quoi? C'est quand vous allumez les phares, ça balance un plus 5 ou un plus 12 sur ce fil là, ce qui permet d'illuminer l'autoradio. Et en l'occurrence, nous ça nous permettra d'illuminer les manomètres. Et après pour les capteurs, sur chaque capteur il y a 2 fils, l'information
et une masse. Et la masse, bah, c'est simple, on la foutra à peu près n'importe où dans la baie moteur. Ce sera la même sur les 3 capteurs. Et ça, en vrai, ça va être chiant à passer les fils. Mais une fois que ce sera fait, ça va être très satisfaisant. Le noir, sans aucune surprise normalement, c'est le négatif, la masse, donc ça on peut y foutre là-dedans. Ouais, le rouge c'est le plus permanent. Le jaune, ça doit être l'après-contact. Donc si je fous ça là-dedans et que je mets le contact, on a bien 12 volts ici, donc c'est impeccable. Et le dimmer, en théorie, c'est le orange qui doit actuellement être à 0. Sauf si je mets les phares. C'est ça. Donc autant vous dire que là ça va vraiment pas être chiant du tout. On va devoir brancher un premier manomètre sur le moins, sur le plus après contact et sur le dimmer. Et ensuite à partir de là, il va venir sortir une toute petite longueur de fil qui va aller dans le mano d'après, qui va aller dans le mano d'après. On a besoin de lui, on a besoin de lui, on a besoin de lui. Du coup bon bah moi niveau couleur j'ai trouvé que du rouge, du noir et du rose. Mais du coup ça fera. On va dire que le dimmer c'est le rose. Le plus après contact c'est le rouge et le moins c'est le noir. Hop hop hop, on va se faire des petites sections. On va pas se faire des petites sections genre en mode des enfants, on va se faire des petites sections de fil. Je vais profiter de ce petit moment d'accalmie pour vous parler un peu plus terre à terre en tant que mec qui parle à d'autres personnes. Et pas juste en petit rigolo d'internet qui fait le petit rigolo d'internet. Le projet 106 Vulcan, ça fait genre 2 ans, un peu plus de 2 ans je crois que la voiture est chez moi. Là on arrive enfin au bout, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de soulagement d'arriver au bout du projet. Il y a aussi beaucoup de pression. Après autant d'attentes, j'ai pas envie de décevoir Sylvain de Vulcan. Que si vous n'êtes pas au courant, c'est lui qui finance du coup la voiture, c'est lui qui finance les modifs de la voiture, c'est lui qui sort les sous. Moi je fais uniquement la préparation de la voiture, c'était ça un petit peu le deal. Moi ça me fait du contenu et lui ça lui fait une voiture de piste pour partager avec ses abonnés. Puis aussi avec les miens accessoirement, donc ça c'est plutôt cool. Mais là c'est vraiment, ça arrive à la fin. Donc en plus d'être un peu tendu parce que c'est la fin et que je veux rien rater, en même temps j'ai l'excitation du il faut que ça s'arrête rapidement parce que vous le savez pas parce que les vidéos sortent voilà à échéance régulière et ainsi de suite et du coup on n'a pas l'impression qu'il y a vraiment énormément de boulot derrière, mais en fait chaque vidéo de la 106 que vous voyez c'est au minimum une semaine de travail, et vu qu'il y a une vidéo par semaine, c'est une série de vidéos qui prend énormément de temps. Ça empêche de prendre de l'avance sur la prochaine série de vidéos, le gros projet dont je vous bassine depuis l'année dernière. Parce qu'il faut savoir que le projet d'après, c'est une voiture que j'ai déjà achetée il y a plus d'1 an, c'est des pièces que j'ai déjà commandées il y a plus d'1 an, et je commence à être vraiment très impatient de me mettre dessus, sauf que pour l'instant je peux pas le faire, parce que j'ai pas l'avance nécessaire pour le faire sur la 106. Donc il y a aussi le stress de me dépêcher pour la 106, mais de faire les choses bien. Évidemment, moi, au-delà des voitures qui sont que vous voyez en vidéo toutes les semaines, il y a toutes les voitures perso. Faut savoir que moi, là, passé un temps, j'avais plus aucune voiture qui roulait, donc ça m'a encore rajouté du stress parce qu'en plus de la 106 à produire, à tourner, à monter, il fallait que je répare mes propres voitures. Le 3008 était tombé en panne. La 308 GTI, comme vous le voyez, elle est actuellement sur le pont. Pourquoi ? Parce que c'est une 308 GTI, c'est un THP. Oui, il y aura une vidéo, mais quand je l'ai acheté, c'est une voiture qui roulait. Et vu que moi-même, je l'ai mise en panne, entre guillemets, en l'immobilisant, en voulant changer toutes les pièces, ça m'a fait encore une voiture de moins pour rouler. Actuellement, je suis en flux tendu de ouf, donc 0 avance au niveau des vidéos. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il y a aussi le gros stress que je me mets pour le concours des 206 000 abonnés. Là, vous l'avez vu, c'est juste en dessous de la vidéo, on a passé les 206 000 abonnés. Et vu que 206 pour moi, c'est un chiffre un peu sacré, un chiffre que je sacralise. La Peugeot 206, c'est un peu la voiture qui m'a lancé sur YouTube. Je voulais marquer le coup, que je vous prépare un joli petit concours qui sort la semaine prochaine. Ça va être une vidéo dédiée à ce concours-là. J'espère que vous allez kiffer, j'espère que vous allez être nombreux à profiter de ce truc-là. Mais voilà, ça fait quand même beaucoup de stress parce que ça aussi, c'est beaucoup d'argent. Je gagne pas si bien ma vie que ça, puisque en fait je pense qu'à peu près 80% de mon oseille est réinjecté dans la chaîne, dans les projets pour vous faire kiffer. Alors je vais pas vous mentir, c'est aussi un gros kiff pour moi, ça clairement. C'est pour ça que la 106, j'essaye d'enchaîner à fond le plus vite possible aussi pour que vous ayez du contenu intéressant, parce que j'ai l'impression que la 106 vous fait kiffer et ça me fait vraiment plaisir, parce que c'est une caisse que j'adore et que je pense je vais encore plus adorer quand elle va rouler. Et du coup, concernant le truc du ouais mais Anto t'es en flux tendu, ok,
Mais en même temps, tu t'obliges à sortir une vidéo par semaine. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais chaque vidéo, c'est 10 heures de montage au minimum où je suis bloqué devant mon ordinateur à faire du montage parce que ça se fait pas tout seul. J'ai pas de monteur. J'ai tout simplement pas les moyens de me payer un monteur, donc je fais mon montage moi-même. Ça prend du temps. C'est aussi là sur les vidéos de la 106, c'est 4 ou 5 jours par semaine où je suis dans mon atelier. Je suis pas tout seul, je suis avec Phil maintenant qui m'aide à filmer, qui m'aide à bricoler les voitures. Financièrement, moi je vis de YouTube, je vis des réseaux. C'est un choix, hein, voilà, c'est très personnel, mais je kiffe ce que je fais, je kiffe ce métier, des 50, 60 heures par semaine. Je pense que tu peux dire que c'est un vrai métier. Mais ouais, en fait, je suis obligé d'en faire une par semaine parce que sinon, financièrement, c'est pas possible. Alors, il y en a beaucoup qui doivent se dire, n'importe quoi, il met un sponsor par vidéo, ça doit faire de l'oseille, ça. Alors oui, sur le papier, ça fait rentrer de l'argent, et heureusement. Là, aujourd'hui, on est à un moment où tu m'enlèves les sponsors, je ne peux plus vivre parce que YouTube ne rémunère pas suffisamment. Ouais, financièrement, c'est un peu tendax. Après, c'est un choix de vie, hein. C'est comme ça, c'est un choix de vie. Moi, ça me fait kiffer. Je m'achète des bagnoles. Alors, je roule pas encore en RS3, t'as vu, mais je me fais kiffer avec des petites caisses qui coûtent pas cher. Ça me fait plaisir. Et voilà, mais tout mis bout à bout, les assurances, plus les loyers, plus les machins, plus les bidules. Ouais, ça fait plusieurs milliers d'euros qui doivent sortir tous les mois. Ouais, ça fait beaucoup d'argent. Ouais, je peux comprendre que ce soit choquant, mais malheureusement, c'est le cas, et c'est le cas de bon nombre de youtubeurs. C'est comme ça. Si on veut en vivre, il faut sortir également beaucoup d'argent. Ça me fait kiffer. Mais c'est une réalité quand même. Je pense que ça me fait aussi du bien d'extérioriser un petit peu cette vie de youtubeur parce que c'est pas juste allumer une caméra, la vidéo est finie, j'ai touché 7 millions d'euros grâce à mes sponsors. Malheureusement, c'est un peu plus compliqué que ça. Si je veux vivre et me faire plaisir, ben j'ai pas le choix. Faut cravacher. Du coup, ça c'est fini. Là, on a un mano au niveau des 3 cosses là. Un mano au niveau des 3 cosses là. Et il y en a trop là. Le truc qui va être intéressant, c'est est-ce que si je mets les phares, il s'allume? Oui, donc il fonctionne. Vu que le capteur, on va le mettre après le CalorSta, techniquement, la partie sous le 80 degrés, elle sera jamais en route, hein. C'est-à-dire que l'aiguille va rester en bas. Dès que ça arrive à 86 degrés, je crois, le CalorSta il s'ouvre. Et là, du coup, d'un coup, l'aiguille, elle va faire PAH 86 degrés. Ça, en fait, ça va juste nous servir à vérifier s'il n'y a pas des surchauffes. Pression d'huile. Alors, il faut savoir que ça, c'est du NPT 1/8e. Ce qui signifie que c'est un filet conique. Alors, je pense pas que vous allez le voir, mais c'est bel et bien conique. Mais ça correspond exactement à cette sonde, enfin, le petit bouchon qu'il y a sous le filtre à huile. On peut un joint là? Conique, t'as pas besoin? D'accord. Au bout d'un moment, ça vient se bloquer, on peut plus le visser et ça fait étanchéité. Il va falloir être assez vif. Le petit bouchon, il est juste sous le filtre à huile, donc il y a de l'huile. Bon, maintenant il faut s'occuper du capteur de température d'huile. Il faut savoir que sur les bas moteurs TU5 JP4, on a une jauge de niveau électronique qui est vissée comme ça dans le bloc, qui descend jusque dans le carter. Le niveau se fait, c'est électronique, on a une prise. Sauf que ça, on en a strictement rien à foutre sur notre voiture à nous parce que ça ne se branche pas sur le faisceau de 1,1 litre qu'on a gardé. Si on compare la taille du filetage du capteur et la taille du filetage de ce truc de niveau d'huile, c'est pas du tout pareil. Donc, on a une idée assez extraordinaire. Cette idée consiste à remplacer, vous le voyez ici, la sonde par un petit bouchon de vidange. Mon idée de base, c'était de venir percer le petit bouchon à travers pour qu'on ait un trou ici. Et dans le trou, on vient visser ce machin-là. Et ensuite, on fabrique des petits plats sur les côtés pour venir serrer avec une douille. Je pense que c'est une bonne idée. Toi, t'as une autre idée? Ouais. Elle est déjà percée, donc on coupe là, on pète le milieu avec une perceuse là. On n'en a plus besoin, on peut tester. Vas-y, on va tester. Salut la petite tige. Salut Zbi. Bah moi je pense que t'as eu une bête d'idée. Je pense que c'est extraordinaire. Est-ce que ça marche après ces moultes modifications? Je pense que ça va être tout simplement parfait. On a fait un petit taraudage bien comme il faut. C'est vraiment joli. On va voir ce que ça donne. Peut-être il faut tarauder plus loin, peut-être il faut tarauder en plein, je sais pas. Elle dépasse de l'autre côté. Impeccable. Putain, guette comme c'est beau. Nickel. Magnifique. C'est un peu de travers. Si ça marche et que c'est étanche, hein, peut-être avec de la chance. Après tu peux juste prendre une pince aussi.
C'est ça le problème des jeunes, ils ont toujours de la technologie pour tout, alors que nous, à notre temps, on faisait tout avec les mains directement et ça posait pas de problème. Ça, c'est un montage que j'appelle OEM+. Regarde-moi cette qualité, c'est grandiose. Bon, maintenant que les 2 premiers capteurs sont faits, il va nous rester plus que le capteur d'eau, et le capteur d'eau, bah vous l'avez compris, vu la gueule du truc, il va falloir couper cette durite d'eau. Là, c'est bien. Bon, ça se présente comme ça, le raccord est fourni avec 2 petits colliers, c'est impeccable. Donc là, il suffit de l'emmancher dans la durite. Bien évidemment, il existe plusieurs tailles, donc il faut bien mesurer le vôtre avant. Et là, du coup, c'est exactement pareil. On vient visser notre capteur de température d'eau là-dedans. Et je suis vraiment content parce que ça marche super bien. Encore une fois, je vous fais une petite ellipse parce que je commence à en avoir un peu marre. Donc globalement, j'ai fait ce tout petit faisceau là pour les masses. Donc en gros, sur chaque capteur, j'ai mis des cosses. Ça se passe exactement comme dans l'habitacle de la voiture. Donc là, vous devriez pas être trop perdu pour comprendre normalement. Et une fois sur la caisse, bon, il y a des fils un peu partout. J'ai fait pareil avec les plus et des cosses sur chaque capteur. La vidéo sort demain. Faut que la voiture puisse rouler, faut que j'ai un truc à vous montrer quoi, donc ouais, j'ai un peu rush le truc, je suis conscient que c'est peut-être pas les meilleurs épisodes de la 106 que vous ayez vu, mais là c'est les finitions, j'en ai plein le cul, je parle vraiment en toute sincérité. Une fois que t'es installé dans le baquet, ça ressemble à ça. Ici on a donc le faisceau qui vient des 4 capteurs que j'ai câblés. Des 3 capteurs pardon que j'ai câblés. Température d'eau, là t'as un fil température d'huile et un fil pression d'huile. Il faut brancher chaque manomètre sur plus dimmer, plus dimmer, et puis là en rab effectivement ils serviront pour la FR que je vais mettre juste ici, donc ce sera impeccable niveau longueur. Maintenant il faut que je fabrique une petite platine. Là un petit rectangle en plexi avec 3 trous du même diamètre, même alignement. Bon, il s'est écoulé encore, je pense 1 heure ou 2. Il a neigé dans l'atelier. Alors ça, j'y croyais pas du tout. Mais il y a vraiment de la neige de partout, hein, surtout bizarrement sous les taux. Et oh, un support de mano, mais c'est génial. Et en plus, on dirait qu'il a pas du tout cassé à cet endroit-là quand j'ai essayé d'enfoncer le mano. Au moins l'avantage, c'est que maintenant, c'est bien ajusté de partout. Et en vrai, ça va être stylé. 2 hours later. Regardez un peu la gueule que ça a. Donc le petit faisceau là, il fait super propre. J'ai mis du grip de skateboard que Sylvain m'a filé et ça a fini un truc de malade. Normalement, ça ne bouge plus. Putain, c'est magnifique. Si je mets les phares, les 3 s'allument, c'est tellement stylé. Du coup là, normalement, on doit avoir celui-là de pression d'huile qui va bouger quand je vais démarrer la voiture. Normalement. Ouais! Elle a calé, je sais pas pourquoi. Je crois que la batterie elle est faible là, non? Bon, je vais brancher mon booster, on va voir ce que ça fait. Je suis quasiment sûr que c'est dans le coffre de la 104. Il est là mon booster? Ouais, il est là! Et ce truc là, il est vraiment bien parce qu'il charge plein de trucs. Hop, et on l'allume là comme ça. Voilà, ça c'est bon. Et si là ça part, c'est qu'effectivement la batterie, elle commence à être un peu faiblarde. La pompe à essence, elle merde, il y a un problème avec ça. Le relais de pompe à essence, peut-être qu'il grippe. Ah, là le booster il s'est éteint. Pas de pompe, pas de pompe, pas de pompe, pas de pompe, pas de pompe. Allez! Pourquoi j'ai pas de pompe là? Ça me casse les couilles. On peut... Ouais! Au moins on a ça qui marche. Ouais! Quoi qu'il en soit les copains, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je crois qu'on a encore un petit peu de boulot. Et quoi qu'il en soit, on est samedi après-midi. Et je veux impérativement vous sortir cette vidéo demain en toute fin d'après-midi à 18h15. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver? J'aime bien me lancer ce genre de défi, ça va être cool. Quoi qu'il en soit, la prochaine fois que vous allez voir cette voiture-là sur YouTube, ça va être la vidéo Carto Ban. Elle va tirer des flammes. Et la vidéo d'après, elle sera avec vous sur circuit. D'ailleurs, en parlant de ça, n'hésitez pas à aller voir un petit peu le concours Vulcan. On en parle dans la dernière vidéo. Mais en gros, dans l'idée, il suffit d'aller sur vulcan-mag.com, acheter un pack de stickers et vous pouvez participer au concours pour venir sur circuit avec nous. Ça peut être très très cool de vous avoir sur circuit avec nous dans la 106. Et promis, ce jour-là, elle aura une pompe à essence. Je comprends rien à cette voiture. Je comprends rien.
Je sais pas. Allez, je vous fais une petite séquence dans quelques secondes si les autres jauges ont monté un petit peu. Alors ça se verra peut-être pas, si ça se voit. On a laissé tourner la caisse 1 minute, à 1200 tours, le collecteur il est rouge. Il y a trop d'avance. Problème de cartographie à mon avis. Qu'à mon avis, les arbres, etc., ils doivent croiser, etc. Ça va pas du tout avec la carto de 106. Hein. Là, je me suis dit, c'est trop bizarre qu'ils deviennent bleus. Et après, j'ai bien regardé, en fait, il était en train de rougir. T'as vu, je t'avais dit que c'était bizarre qu'ils prennent des couleurs aussi vite, le C'est collecteur. vrai qu'il avait pris des couleurs assez rapidement. Ouais. Genre au bout de 15 minutes. Parce que là, la voiture, elle pensait qu'elle était en charge, donc elle devait mettre à taquet d'avance. Est-ce que ça a un lien avec les croisements des arbres à gamme? Je sais pas. Donc prochaine vidéo, on câble la FR et on va faire la carto avec Teddy. Ça va être très très cool sur le banc. Parce que là, techniquement, on peut rien faire sans la carto. Hein. Allez, à la semaine prochaine. Et surtout, si vous êtes encore là dans la vidéo, ça veut dire que vous êtes les vrais. Soyez là la semaine prochaine. On fête les 206 000 abonnés qu'on vient de passer. Vous les voyez là, ils sont sous la vidéo. Vous allez pas être déçus.